3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce samedi? Moi, vous l'imaginez bien, je suis aux anges, parce que lundi soir, sur Twitch, vous avez décidé qu'on parle d'un joueur des Sixers, en mode coast to coast. Et ouais, parmi les 6 sujets que je vous ai proposés lundi soir, il y en avait un sur James Harden. Perso, je pensais pas que ça buzzerait du tout, mais visiblement ça vous a fait kiffer parce que vous avez été nombreux à voter pour ce sujet concernant le joueur barbu. Moi qui pensais que vous vouliez que je parle des Clippers et de leur chance de titre, je m'étais même préparé à ça, je suis refait. Après, il faut dire aussi que sa récente non-sélection pour le All-Star Game a fait couler beaucoup d'encre. Je peux comprendre que vous vouliez des explications. Du coup, on y va, hein, on ne perd pas plus de temps et c'est parti! James Harden mérite-t-il plus de respect? Bon, pour commencer, on va exposer le contexte un peu. Bon, je vais pas en faire des tonnes parce que normalement, le parcours de James Harden, vous le connaissez, puis j'ai cru comprendre que certains trouvaient ça barbant quand je contextualisais trop. Mais bref, il y a quand même des choses essentielles rapidement à rappeler, histoire de savoir d'où il vient un petit peu, et ce qu'il a traversé le barbu. Déjà, on s'en rappelle, il est le dernier MVP américain en date, avec un trophée remporté en 2018, et tout un tas de records effectués au scoring sous le maillot des Rockets. Une période où offensivement, tout passait par lui, et où, disons-le, individuellement, il cassait tout. Le problème, c'est qu'à Houston, ses deux mentors, Daryl Morey et Mike D'Antoni ont fait leur bagage, tandis que du côté des Rockets, on commençait à entamer un grand virage. L'heure était à la reconstruction et Harden, vu son statut on le comprend, ne voulait pas jouer dans une équipe sans ambition. C'est ainsi que quelques semaines après le début de la saison 2020-2021, il demande son transfert avec pour volonté principale d'aller à Brooklyn, histoire de rejoindre Kyrie Irving et Kevin Durant et de former l'un des trios les plus hypants de toute la ligue, au moins sur le papier. La transaction s'effectue, les Nets forment leur super team et l'aventure new-yorkaise peut commencer. Mais le souci c'est que tout ne se passe pas comme prévu, loin de là. Entre les blessures qui touchent tout le monde, les histoires hors terrain et la volonté de Kyrie de ne pas se vacciner, le trio au final ne jouera que 16 petits matchs ensemble, et s'ils en ont gagné la plupart, ça devenait frustrant toutes ces absences. Surtout qu'on l'a compris ensuite, et notamment dernièrement, les choses en coulisses ne se passaient pas si bien que ça. Apparemment dans la gestion de la franchise, les dysfonctionnements seraient très nombreux, trop nombreux pour James Harden qui alors, cette fois-ci, demande un nouveau transfert vers les Sixers. Sa volonté est à nouveau vite respectée, mais sa réputation prend un coup dans l'aile. On le traite de girouette, de diva, de mec instable qui au moindre obstacle fuit. Lui s'est toujours défendu, arguant que la seule chose qu'il souhaitait c'était de jouer au basket dans de bonnes conditions, mais ça ne suffisait pas. Suite à sa deuxième demande de transfert, en 2 ans, le barbu a subi énormément de haine, notamment sur les réseaux sociaux. Bon, aujourd'hui, les choses se sont calmées, et quand on voit que maintenant, Kyrie Irving et Kevin Durant ont été envoyés ailleurs, il avait peut-être raison. Peut-être que les choses se passaient mal derrière le rideau, et peut-être qu'il avait anticipé certains éléments. Surtout que désormais, Harden joue dans une équipe qui roule globalement, et où il dit se sentir heureux, tant mieux pour lui. Par contre aujourd'hui son statut et la vision que l'on a de lui ont bien changé. Il n'est plus une superstar à proprement parler, et pour la première fois depuis 2012, cette année il n'a même pas été élu au All-Star Game, un cataclysme. Les coachs ont à peine pensé à lui lorsqu'il a s'agi de sélectionner les remplaçants de la conférence Est, et perso je ne pensais pas que ça arriverait. Comme si en quelques mois, d'un coup d'un seul, le barbu était totalement tombé aux oubliettes. Pourtant, au premier abord, les statistiques sont là, le bilan collectif des Sixers aussi. Son rôle dans cette équipe de Philly, actuellement 3ème à l'Est, est essentiel, dur de le nier, on le verra après. Mais non, les coachs ont préféré choisir comme remplaçants Jaylen Brown, Tyrese Haliburton, Jrue Holiday et même DeMar DeRozan en wildcard. Et Harden, comme il l'a évoqué froidement sur Instagram, a vécu ça comme un total manque de respect. Il faut dire aussi que cette décision était surprenante. Pour pas mal de fans, des Sixers ou non, Harden devait être un choix lock. Il avait d'ailleurs reçu pas mal de votes pour être titulaire. Mais non, sa sélection, il ne l'a pas eu. L'anecdote qui est folle, c'est que quelques jours plus tôt, NBA.com publiait son top 10 pour la course au MVP. Et là, parmi tous les noms, tout le monde sauf James Harden a eu son étoile. 8ème dans la MVP race et pas placé parmi les 24 du All-Star Game. Il y a quelque chose qui cloche, non? Ben ouais, au premier abord, c'est l'impression que ça donne. Mais si ça a été fait, je me dis que c'est sûrement qu'il y a de bonnes raisons. Dort-on trop sur lui? Mérite-t-il trop de respect? Est-il trop sous-coté? Ou alors, sa non-sélection la mérite-t-il? Eh bien ça, c'est ce qu'on va essayer d'analyser en voyant tout d'abord l'impact sur le jeu que possède le barbu en 2023. Et moi déjà, ce que je trouve flagrant, c'est le volume qu'il a, la façon dont il peut peser efficacement sur tout un tas de secteurs qui sont primordiaux dans le basket. Voir qu'il se situe dans le top 13 des joueurs qui ont réalisé le plus de double-double et carrément dans le top 5 de ceux qui ont réalisé le plus de triple-double cette saison illustre bien ce constat. Pour aller plus loin, il est le meilleur passeur de toute la ligue. Ça, son playmaking, on reviendra plus tard, pendant qu'en parallèle, les Sixers sont encore en course pour faire une saison à plus de 50 victoires. Ça commence à faire, non? Le mec tourne en plus de ça à 21 points par match, et dans les chiffres, tous les arguments semblent présents pour qu'il puisse mériter une sélection All-Star.
Puis ce que j'aime aussi au-delà des chiffres, c'est l'impression visuelle qu'il donne maintenant qu'il est au moins partiellement remis de sa blessure à la cuisse. Les coachs adverses ont beau tenter des choses en mettant des joueurs plus physiques sur lui, comme Evan Mobley ou Nick Claxton qui pourraient le gêner, mauvais choix. Même des experts de la défense comme Dorian Finney-Smith ou Michael Bridges ont eu beaucoup de mal dernièrement face à son imprévisibilité. Balle en main, le barbu est capable de travailler n'importe qui en NBA. Ces choses-là, l'an dernier, en méforme et avec ses douleurs à la cuisse, il ne les faisait pas, du moins pas si sereinement, et il perdait également plus de ballons. Ça s'était vu face à la défense du 8 particulièrement, qui avait réussi à l'étouffer. Pour ça, big up à Spoelstra et à ses hommes, mais aujourd'hui, Harden ne semble plus le même. Il joue plus libéré, plus patiemment, plus intelligemment, et il semble plus en confiance. Sur le terrain, ça se voit. Là, vous allez me dire que je me fie beaucoup aux stats, mais pour analyser son volume de jeu, il n'y a pas le choix. Surtout qu'il y a des éléments très parlants quand même. Quand Harden est sur le terrain, les Sixers possèdent un offensive rating de plus de 118, qui serait donc au-dessus de celui des Nuggets, premier en NBA dans le domaine. Quand il est sur le banc ou absent, ce rating chute à moins de 111, ce qui classerait les Sixers à la 27e place sur 30 en NBA pour cette stat. La différence est phénoménale. Rien que ces chiffres-là, ça rend impossible de nier l'importance qu'il a dans le dispositif de Doc Rivers, au moins en attaque. Arrivé en cours de saison dernière à Philadelphie, il lui a fallu du temps pour s'adapter et pour se remettre en forme. Aujourd'hui, il semble complètement avoir trouvé sa place dans les systèmes et dans le jeu de la franchise de Pennsylvanie. Son coach Doc Rivers, au vu de la polyvalence qu'il possède, le compare à un Magic Johnson qui score. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais on voit ce qu'il veut dire. Tout ça, c'est déjà énorme, et moi, ce que je trouve fou à côté de tout ça, c'est à quel point il arrive à impacter le jeu en courant à peine. Dans une NBA où le pace est de plus en plus élevé chaque année ou presque, James Harden a décidé de ne pas suivre cette voie, et lui, c'est plutôt en ralentissant le jeu, en prenant le temps, en jouant patiemment qu'il trouve les failles chez ses adversaires et fait briller ses coéquipiers. Selon les stats de Spectrum, il est l'un des 5 joueurs qui sprintent le moins dans toute la ligue cette saison. Il passe 80% de son temps balle en main avec une vitesse inférieure à 2,50 m par seconde. C'est super faible. En parallèle, il est l'un des 6 joueurs qui gardent le plus longtemps la gonfle dès qu'il la touche, avec une moyenne de 6 secondes balle en main à chaque fois qu'il la reçoit. Le raccourci est facile, ça donne l'impression qu'avec Harden, on a un joueur qui garde énormément la balle sans pourtant en faire grand chose. Là-dessus, Harden pourrait être le sujet de nombreuses critiques, et pourtant, au vu des stats qu'on a vus avant, ça semble super efficace pour les Sixers. Comment est-ce possible? On a un mystère à résoudre là, non? Élémentaire, mon cher. Eh bien, un conseil, il suffit de regarder Philadelphie jouer pour avoir des indices. En fait, tous les défenseurs savent qu'avec son shoot et son step back, il peut être une menace n'importe quand au périmètre, obligeant tout le monde à rester sur ses gardes. Là, avec ses feintes de corps, ses jab steps, ses appuis, ses dribbles, il travaille et patiente, attendant tel un quarterback pile la bonne fenêtre pour shooter ou balancer un caviar à ses receveurs. Le barbu n'a pas besoin de courir partout pour trouver l'ouverture. Lui, il fait ça avec une immobilité presque déconcertante. C'est son jeu. Le mec est limite capable d'attendre 10 longues secondes, presque avec le ballon sous le bras, le temps que tout le monde se positionne comme il faut autour de lui, et dans ces situations, il excelle. Bien sûr, ceux qui aiment le basket où la balle circule fort, en mode catch, passe et démarquage ne supporteront pas de voir ça, reprochant au barbu de constamment phagocyter le jeu, et pourtant ça porte ses fruits. On l'a dit, l'attaque de Philly est bien plus performante quand Harden est sur le terrain pour jouer son jeu. Joel Embiid bien sûr, mais aussi Tobias Harris, Tyrese Maxey, Georges Niang et tous les autres savent profiter à fond de ce côté quarterback. Et puis vous savez quoi, Nikola Jokic, Luka Doncic, Kevin Durant, Chris Paul et Joel Embiid font également partie du top 10 des joueurs en NBA qui sprintent le moins balle en main. Comme quoi, en NBA, il n'y a pas besoin de courir partout pour être efficace. Donc le volume de jeu pour Harden, dans son style, il est là. Maintenant, vous allez me dire que c'est bien beau, sauf que au niveau du scoring, depuis les années Houston, ça a bien diminué, et vous avez raison de le signaler. D'un joueur qui plantait plus de 36 points par match, il en met aujourd'hui moins de 22. La différence est violente quand même. Dans ce secteur de jeu, impossible de nier l'évidence. Le barbu n'a aujourd'hui plus du tout le même impact que celui qu'il avait dans le Texas. Clairement, il faut être honnête, l'arrière ne semble plus en mesure de complètement dominer la ligue au scoring, comme il le faisait il y a ne serait-ce que 2-3 saisons. Certains disent qu'à 33 ans, il est déjà fini, et que ses blessures ou son manque de conditions physiques ont ruiné son corps. D'autres affirment que les nouvelles règles qui l'empêchent de provoquer des fautes à tout va en se jetant dans les bras du défenseur le défavorisent, et font baisser ses chiffres, vu qu'il ne peut plus jouer de tout ça. C'est réel. Les matchs où le barbu score 35 points ou plus sont de plus en plus rares, il n'en a réalisé qu'un seul cette saison. Quand on se dit que c'était sa moyenne il y a encore peu de temps, on peut penser que quelque chose cloche, que son niveau diminue, et que c'est peut-être pour ça que les coachs ne l'ont pas élu pour le All-Star Game. Et effectivement, il n'est plus ce joueur qui va accéder à la peinture pour chercher la faute et tenter 12 lancers francs par match, comme à l'époque. Aujourd'hui, conscient qu'il n'obtient pas les coups de sifflet, lui qui va 2 fois moins souvent sur la ligne qu'il y a 3 ans, il préfère s'arrêter à 4 mètres, pour un flotteur par exemple. Et puis globalement, de toute façon, il tente juste moins sa chance. De 25 tentatives par match, il est passé à 14 cette saison. La différence est gigantesque. Après, il reste toujours ce joueur qui peut freeze son défenseur avec un step back létal ou un gros crossover. Mais oui, carrément, il faut le dire. Et l'avouer, aujourd'hui au scoring, James Harden est moins tranchant. Certains diront que les nouvelles règles et les blessures
blessures lui ont fait perdre son agressivité, et d'autres affirmeront que ça l'a forcé à s'adapter, notamment à partir du moment où il a quitté Houston et a changé de coéquipier. Moi je pense qu'il y a des deux, les deux camps ont raison. Oui, ces blessures ne lui permettent pas, sur ses appuis, de naviguer avec autant d'aisance dans la raquette comme il le faisait avant, c'est certain. Oui, son nombre de drives par match et son adresse près du cercle ont également carrément chuté, vu que les fautes ne sont plus sifflées. Non, il ne va plus porter sa team de A à Z tout au long d'un match grâce à son scoring, ou alors ça devient très rare. Mais même si ça ne ferait pas de mal qu'il le fasse plus souvent, est-ce vraiment ce dont les Sixers ont besoin, le scoring? Non. Aujourd'hui, avec Joel Embiid, l'équipe possède déjà le meilleur scoreur de la ligue. Pourquoi lui enlever des tickets shoot au profit de James Harden? Je ne vois pas l'intérêt. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit une option 2 complémentaire au pivot. Inutile donc de trop empiéter sur sa zone, dans la peinture. Là, le mieux qu'il pouvait faire pour jouer avec Embiid, c'était par exemple de développer son jeu off-ball, chose qu'il n'avait quasiment pas faite depuis son départ d'OKC. Et là, dans le secteur, même s'il a du progrès à faire encore, sur ses cuts notamment, qu'il effectue en général bien trop lentement, il y a du mieux quand même. Le mois dernier, par exemple, il battait son record en saison avec 6 3 points inscrits, et le plus intéressant, c'est que la plupart d'entre eux avaient été marqués sur des catch and shoot. Ça, c'est quand même un immense changement, lui qui depuis des années a pris ce fameux réflexe de poser un dribble, voire plein de dribbles dès qu'il recevait la balle. On peut comprendre comment il excelle en pull-up ensuite, de toute façon, en créant pour lui-même, mais là, en arrivant aux Sixers, il fallait qu'il varie au moins un peu son jeu. Aujourd'hui, le barbu tente 12% de ses triples en catch and shoot. Ce n'est toujours pas ouf, mais c'est un x4 par rapport à il y a 3 ans. Plus la saison avance en plus, et plus il semble se sentir à l'aise dans cette situation, où il shoot à plus de 47%. C'est propre. Joel Embiid est sur son dos pour ça, et c'est logique. Et ouais, tout le monde est conscient que Harden peut avoir énormément d'opportunités sur ce genre de tir, vu la gravité que le pivot engendre dans la peinture. Donc oui, Harden au scoring n'est plus le crack qu'il a été, c'est un fait. Mais en contrepartie, il a réussi à adapter son jeu à son corps, à son physique et à sa nouvelle équipe. En shootant à 39% de réussite à 3 points cette saison, il affiche juste ses meilleurs pourcentages en carrière, en choisissant mieux ses tirs et la façon dont il les prend. Au final, s'il y a moins de quantité, pour plus de qualité, pourquoi se plaindre? Moi ça me va bien. Et puis on l'a déjà dit, avec Embiid, mais aussi Maxey et Tobias Harris, ce n'est pas comme s'il y avait tout plein d'autres gars pour scorer dans cette équipe de Philly. Surtout qu'en contrepartie, pour peser dans le jeu offensif, le barbu est devenu un véritable as du playmaking. Mais avant de parler de ça, vous connaissez, c'est le moment de vous poser la question fatale. Êtes-vous bien abonné à cette chaîne YouTube? Si ce n'est pas le cas et que vous aimez mon contenu, s'il vous plaît, ne vous privez pas. Et puis si vous suivez déjà, profitez de l'occasion pour mettre un pouce vers le haut. Ça m'aide à fond ça, à continuer à vivre de ma passion. Vous ne vous rendez sûrement pas compte, mais tout ça pour la mise en avant, pour le référencement, mais aussi pour la recherche de sponsors, ça me pousse énormément vers l'avant. Alors si vous voulez donner de la force, c'est maintenant. Même pas besoin de mettre pause, je vous laisse 5 secondes pour ça. Mais bref, là, on en était à parler du playmaking de notre cher James Harden, et des choses à dire, il y en a, qui sont plutôt intéressantes. On l'évoquait plus tôt, avec quasiment 11 caviars de moyenne par rencontre, il est purement et simplement le meilleur passeur de toute la ligue. Que demande le peuple? Je ne vais pas vous réexpliquer à quel point il est lent pour faire ça, ou son côté patient ou immobile. Ça, à mon avis, vous l'avez compris, je l'ai déjà suffisamment développé. Par contre, on peut parler de tout plein d'autres choses, notamment le fait que derrière scoreur générationnel, Harden a su peu à peu se transformer en véritable meneur de jeu, bien plus traditionnel, qui porte la gonfle, dicte le tempo et organise pour son équipe. Sur pick and roll ou pick and pop, il est juste un génie qui bien souvent prend la décision parfaite, pile dans le bon timing. Sa relation avec Joel Embiid, là, qui vient poser son écran avant de se positionner dans l'elbow pour recevoir une passe parfaite avant de sanctionner avec un pourcentage hallucinant d'efficacité, on la voit toutes les 2 ou 3 attaques. Les défenses ont beau le savoir, ont beau le prévoir, elles n'arrivent pas à limiter cette phase de jeu. C'est trop bien huilé entre les deux. Parce que ouais, si les adversaires se découvrent trop et montent trop sur Joel, il ne va pas aller dans l'elbow, il va couper dans la peinture, où là il va tout exploser, avec une immense facilité. Et si les défenses se concentrent trop sur le duo et sur leur relation, Harden n'aura aucun mal à aller trouver des Tyrese Maxey, des Tobias Harris, des George Niang ou même des PJ Tucker qui seront laissés libres et seuls pour l'occasion à 3 points. Quand l'attaque des Sixers roule, avec un Harden au playmaking, tu es limite obligé de choisir ton poison. Tenez, c'est du poison, buvez-le s'il vous plaît. Aujourd'hui, le jeu offensif n'est plus over-centré autour de lui, comme c'était le cas à Houston, mais il est devenu la rampe de lancement. Les automatismes avec Embiid sont de plus en plus visibles et la connexion est désormais flagrante. Les deux ont réussi à faire en sorte que leur jeu devienne complémentaire et rendre celui de l'autre plus efficace. Peu importe les stats de chacun, l'essentiel c'est la victoire. Sur les paniers assistés de Joel Embiid cette saison, James Harden a fait plus de 50% des passes. Toucher, vision, timing, créativité, l'arrière a absolument tout dans son bag quand il s'agit de servir son pivot.
Et puis ça se voit, quand les deux sont associés sur le terrain, ils outscorent leurs adversaires sur un écart moyen de +8, contre seulement +1,5 quand le pivot joue sans son meneur. C'est dire si les deux hommes se trouvent bien et sont devenus essentiels l'un pour l'autre, c'est un euphémisme. Aujourd'hui, globalement, je trouve que les choix et les prises de décision de Harden sont plus réfléchis, plus matures, et globalement plus utiles pour l'équipe en fonction de comment elle est construite. Peu à peu, il arrive à bien trouver l'équilibre entre le scoring et le passing, même si des fois, il faut l'avouer, sur certaines périodes, sur certains cartons, il oublie un petit peu de shooter. Tout ça c'est dommage vu ses qualités, mais peu importe, comme le dit Doc Rivers, c'est avant tout le playmaking d'Harden qui fait gagner les Sixers cette saison, plus que son scoring. Quand il implique tous ses coéquipiers et que ceux-ci mettent les shoots, l'attaque de Philly n'est pas loin de devenir complètement inarrêtable. Pour le moment, ça en fait quand même des qualités, à la fois individuelles mais aussi dans le jeu collectif de son équipe, et difficile de dire que James Harden ne correspond pas aux critères pour devenir All-Star, on est plutôt d'accord, non? Alors peut-être que la réponse vient de l'autre côté du terrain, la défense, secteur dans lequel le barbu est amplement critiqué depuis plusieurs années. Et puis on va être franc, hein, ces remarques, il les mérite. Les images là, où il joue le toréador du côté de Houston, qui ont fait le tour de la planète, elles ont marqué plus d'un esprit. Ça ne va vraiment pas dans son sens, surtout que ce ne sont pas des images isolées, elles reflètent complètement la réalité. Pendant tout son passage chez les Rockets, l'arrière n'a jamais montré qu'il voulait avoir un réel impact de ce côté-là du terrain. Ce qui est dommage, c'est que les qualités, il les avait en début de carrière du côté d'OKC, où régulièrement, il était utilisé comme un lockdown par Scott Brooks. Elle est passée où cette énergie défensive? Elle ne peut pas s'être envolée comme ça d'un coup. Bien sûr, déjà, l'arrière a commencé à peiner quand en NBA, on s'est mis à tout switcher. Même s'il est super costaud, les outils ne les a pas forcément. De plus, c'est un secret de polichinelle. Dans le système de Mike D'Antoni, chez les Rockets, absolument rien ne lui était demandé de ce côté-là du terrain. James Harden semblait bien plus efficace quand il réservait toute son énergie pour le scoring et l'attaque, ce qui nous a réservé des scènes défensives complètement scandaleuses. Mais aujourd'hui, est-il toujours le même défensivement? Eh bien, je ne trouve pas. Bien sûr, il a des limites. Bien sûr, comme on le disait, il ne peut pas switcher. Et évidemment, ça se sent. Après avoir passé 8 ans à défendre les mains dans les poches à Houston, certaines bonnes habitudes se sont définitivement perdues. Impossible à nier. Néanmoins, quand j'entends dire qu'aujourd'hui, il fait toujours partie des pires défenseurs de toute la ligue, je trouve qu'il y a de l'abus. C'est vrai qu'il n'est pas le premier joueur qui va sprinter pour se replier sur les transitions adverses. C'est vrai qu'il ne va pas trop hustle non plus, et se jeter sur tous les ballons. Néanmoins, ce que j'apprécie, au moins un petit peu, c'est qu'il peut agir avec ego. Je me rappelle il y a quelques semaines, dans un match face aux Pacers, qui avait essayé de le cibler lors du 4e quart-temps. Alors ouais, ça a fonctionné sur la première, voire sur la deuxième action, pas de souci. Mais le Harden, ça l'a saoulé, il a sorti les cannes, et est devenu agressif. Il ne s'est plus laissé faire, et est même allé jusqu'à poser le contre décisif sur Bénédicte Mathurin dans le Money Time. Et ouais, le barbu a fait gagner un match sur une action défensive. Qui aurait pu croire ça il y a 2-3 ans? Ce genre de situation, même si je ne peux pas dire que ça arrive souvent, c'est quand même de plus en plus fréquent. Matisse Thybulle, spécialiste de la défense avant son départ à Portland, disait qu'il était épaté par la façon dont son coéquipier lisait tous les scouting reports avec attention. Ça c'est preuve de sérieux, Harden a envie de bien faire, il connaît les tendances de ses adversaires, anticipe les départs sur leurs mains fortes et arrive très bien à utiliser son physique et son buste pour contester leur drive. Quand tu travailles et que tu fais preuve d'envie en défense, pour moi tu fais déjà 50% du taf, et cette saison Harden le produit. Par contre attention, hein, je ne dis pas non plus qu'il est devenu un lockdown ou qu'il a retrouvé toutes ses cannes de la période Thunder. Ceci dit, il fait avec ce qu'il a, produisant au moins le minimum de ce côté-là du terrain, et devenant un joueur de moins en moins facile à cibler pour les attaques adverses, c'est déjà ça. Du coup, même la défense, ça va à peu près, alors qu'est-ce qu'on peut lui reprocher encore? Son manque de leadership peut-être? Eh bien désolé, mais ça, même si ça a été vrai à une époque, je trouve qu'aujourd'hui c'est de moins en moins réel. C'est vrai qu'à Houston, il avait un petit peu l'image de la starlette, qui faisait tout seul, et râlait sur ses coéquipiers quand ils rataient leur shoot, après qu'il leur ait kick out le ballon. Sauf que ça aussi, désormais, ça semble appartenir au passé. Ce que veut Harden, ce n'est pas faire des stats, c'est gagner, et ne pas gagner seul, gagner en équipe. Pour ça, il l'a compris, évidemment, il doit impliquer tous ses coéquipiers, faire en sorte, en tant que playmaker, que le danger vienne de partout, être le garant du collectif. Il doit également maintenir tout le monde en confiance, distiller des conseils, jouer le rôle de papa, sur et en dehors du terrain. Et dans ce rôle, cette saison, je découvre un nouveau James Harden. Dès son arrivée à Philly, par exemple, il a pris le jeune Tyrese Maxey sous son aile. Ils ont énormément bossé ensemble, et les progrès du gamin sont flagrants. La relation avec Embiid semble également très bonne, et en conférence de presse par exemple, la complicité est assurément présente. Aujourd'hui dans le vestiaire, Harden n'a plus le rôle de la diva. Non, il joue le rôle du tonton qui a vécu des choses, assume et montre l'exemple. Et ça se voit même dans le jeu, où il tente de mettre tout le monde dans les meilleures dispositions possibles, conscient que oui, il faut donner à manger à Embiid, mais il faut aussi nourrir des Maxey ou des Tobias Harris. C'est fort. Globalement, je trouve qu'il fait les bonnes choses, en formant les jeunes, en acceptant son nouveau rôle, en s'adaptant, en s'entraînant dur, en demandant des conseils à son coach, et même en faisant des sacrifices financiers pour permettre à sa team de mieux recruter. C'est quand même pas mal tout ça.
Selon des rumeurs récentes, les Rockets seraient même super chauds à l'idée de le faire revenir l'année prochaine pour jouer le rôle de papa au milieu de ce groupe de jeunes. Ça montre un vrai changement de statut pour James Harden quand même. Maintenant je connais les haters qui vont venir me voir dans les commentaires en me demandant ce que Harden a gagné pour qu'on puisse le considérer comme un leader. Eh bien moi je leur répondrai que pour être un leader, on s'en fout d'avoir gagné. Il faut d'abord de l'XP et ensuite de la maturité. 2 cases que le barbu semble avoir cochées. En fait ce qui me plaît et ce qui appuie encore plus son leadership, ce sont les ambitions qu'il affiche cette saison. Je ne vais pas revenir sur son sacrifice financier, on l'a évoqué juste avant, l'histoire on la connaît. Et puis même si le geste est beau, je ne vais pas non plus aller le plaindre, lui qui gagne quand même bien plus que la moyenne d'un joueur NBA, avec 33 millions par saison. Par contre, ce que j'apprécie, c'est qu'il fait les gestes, il parle aussi, et tout ça, ensuite, il le met en application. L'arrière est conscient qu'à 33 ans, son temps est compté en NBA. Il sait très bien qu'il sort de son prime peu à peu. Pour ces raisons, il pourrait abandonner, baisser les bras, mais non. Parce que oui, il est également conscient que cette équipe de Philly représente peut-être sa meilleure chance de gagner un titre, et pour ça, il semble prêt à tout donner. Cet été, malgré tous ceux qui pensent qu'il va passer ses vacances dans des clubs de striptease, il a travaillé comme jamais, il a enchaîné les pick-up games compétitifs, et il s'est maintenu dans une forme étonnante. Il a rejoint des Tyrese Maxey, des Scottie Barnes, des Pascal Siakam, et il est allé transpirer. À la salle, il est allé pousser aussi, il a fait du tapis roulant, il a bossé le cardio, vous voulez quoi de plus? Cet été, malgré sa réputation de fêtard, tous ceux qui l'ont fréquenté ont confirmé que son éthique de travail était irréprochable. Le mec est arrivé en début de saison en très bonne forme physique, en très bonnes conditions, et avait un seul objectif sur le terrain, être super agressif. Résultat, il a compilé 66 points en cumulé sur ses 2 premiers matchs. Pas mal, non? Le mec était conscient que pour gagner, il ne pouvait pas se reposer sur ses lauriers. Pour être meilleur, il devait se donner à fond, et c'est ce qu'il a fait. Malheureusement, il s'est pété pour un mois au bout de même pas 9 matchs, mais encore une fois, au lieu de se laisser aller, il a taffé, il a pris sa rééducation au sérieux, et après un petit temps d'adaptation, il est vite redevenu le James Harden qu'il voulait être. Chapeau à lui, c'est signe de détermination, de leadership, mais aussi d'ambition. Là, si on fait un premier point dans cette vidéo, on se rend quand même compte d'un truc. A priori, James Harden a tout pour être un joueur respectable, non? Avec le barbu, on a un gars qui a un gros volume de jeu, un impact primordial dans une équipe compétitive, un joueur qui a su s'adapter aux autres, qui est le meilleur passeur de la ligue, qui a su faire des efforts en défense, mais qui en plus de ça taffe dur, se comporte de plus en plus en leader et affiche ses ambitions. Y a quoi à lui reprocher? Eh bien, je miserai sur une certaine lassitude qui peut dépendre de tout un tas de facteurs et qui peut se matérialiser de tout un tas de façons. Si effectivement sa non-sélection pour le All-Star pourrait s'expliquer par la concurrence et le nombre de matchs qu'il a manqué, à mon avis ça ne fait pas tout. Déjà, il faut être honnête, le jeu qu'il a pratiqué pendant des années, en allant chercher des tonnes de fautes, en manipulant les règles, en étant constamment à la limite du marché, et en ne défendant quasiment pas, a forcément déplu. Il a énervé, aussi bien les fans que les coachs, je peux le comprendre. Ajoutons à ça ces 2 demandes de trade en 2 ans, et les rumeurs Houston qui ont popé peu avant le All-Star Game, et ça commence à faire beaucoup. En donnant l'impression de fuir la difficulté à la moindre embûche, il se décrédibilise, surtout si c'est pour au bout du compte retrouver son rôle de starlet chez les Rockets au contrat max, ça voudrait dire quoi? Donc oui, Harden est un joueur qui énerve, c'est sûr et certain, et c'est le cas depuis des années. Malgré tous les efforts qu'il met en place pour essayer de se refaire une image, il n'y arrive pas. Les gens ont toujours la même vision de lui. Et vous voulez savoir pourquoi? Je crois que j'ai une idée. C'est tout simplement parce que saison après saison, année après année, ce monsieur tout barbu qui affiche ses ambitions passe à côté en play-off. Ce mec si talentueux, si ball dominant, qui d'un coup disparaît lors des moments les plus importants de la saison et ne gagne pas, ça a lassé du monde. Et ça aussi, ça l'a décrédibilisé. L'an dernier encore, c'était super parlant. Toutes ses stats ont drastiquement baissé. Il n'a pas pris ses responsabilités et ses pourcentages ont carrément chuté de manière impressionnante. En l'absence de Joel Embiid face à Miami, alors qu'on attendait qu'il prenne le contrôle, il est limite devenu la 3e option offensive derrière Maxey et Tobias Harris. Et ça, on est désolé, mais c'est pas possible pour un joueur de cette trempe. Qu'il ait été handicapé par sa cuisse, je veux bien, mais à ce point, non. James Harden doit davantage peser en play-off, au moins dans le jeu offensif, si un jour il veut espérer gagner un titre. Tout ça, c'est une réalité, et à mon avis, ça joue beaucoup dans l'image que l'on a de lui. Mais maintenant, si on veut répondre à la question du jour et faire un bilan, comment on s'y prend? Déjà, avec Harden, on parle d'un joueur qui a été élu dans la liste des meilleurs joueurs all-time pour les 75 ans de la NBA, qui a été élu MVP en 2018, et qui en fin de carrière se dirigera tout droit vers le Hall of Fame. Là-dessus, pas de doute, il obtient le respect qu'il mérite, c'est obvious. Après, aurait-il mérité sa sélection au All-Star Game cette saison? Je pense que oui, au vu de tout ce qu'il a mis en place depuis le coup d'envoi de cette campagne, il l'aurait mérité, et là-dessus on l'a disrespecté. Mais maintenant, arrive une autre question, est-ce que ce manque de respect, il n'y est pas pour quelque chose lui aussi un petit peu? Les gens, coach y compris, n'en peuvent plus de ces campagnes de play-off décevantes, et ça s'entend, il lui manque ce petit truc pour obtenir ce respect ultime, une post-season énorme, des shoots clutch, une prise de responsabilité obvious, un parcours grandiose et tout un tas de victoires. Moi je suis persuadé que ça vient de là. On s'est lassé de le voir toujours échouer tout le temps de la même façon une fois les playoffs arrivés, et ça lui a fait perdre du crédit de ne jamais réussir à confirmer son statut une fois que la post
post-season commence. Et puis ce constat, il peut se généraliser à toute l'équipe des Sixers également, ça ne l'aide pas. Voilà maintenant plus de 20 ans que Philly n'a pas dépassé le deuxième tour malgré les changements de roster, les changements de coach, les superstars, le potentiel et les espoirs qui nourrissent les fans saison après saison. On en a marre, on n'y croit plus. Là c'est un peu comme si ces Sixers on les oubliait, on les laissait de côté. Ils ont beau être bons cette saison, personne ne les voit vraiment comme des contenders ultimes. Malgré la concurrence, si Embiid n'a pas été élu starter au départ pour le All-Star Game, malgré son statut de meilleur scoreur de la ligue, à mon avis c'est pour ces raisons-là. Si Milwaukee et Boston, les deux autres teams qui composent le podium à l'Est, ont eu 2 joueurs élus pour le All-Star Game et Philadelphie qu'un seul, c'est pour ça aussi je pense. C'est dommage quand même, parce que je l'ai démontré tout au long de cette vidéo, oui, au vu de ce qu'il montre cette saison, James Harden a vraiment tout le package pour être un All-Star en puissance, c'est sûr. Les chiffres sont là, l'impact est là, l'implication aussi, et même l'attitude. Le problème, c'est que ces chokes répétés en playoff, comme ceux de son équipe, ont fini par lasser les votants, je pense. Bien sûr, on peut mettre ce snub sur le dos de la concurrence ou des matchs manqués par le barbu, je n'ai aucun souci avec ça. Cependant, si Harden avait prouvé ne serait-ce que l'an dernier qu'il pouvait être un joueur sur qui on pouvait se reposer quand ça comptait vraiment, je suis persuadé qu'on ne l'aurait pas zappé de la sorte. Alors oui, sur ce coup-là, au vu de ce qu'il mettait en place depuis le début de la saison, on lui a manqué de respect. Sa sélection, il l'a mérité. Je n'ai aucun mal avec ça, je l'assume totalement. En revanche, au vu de tout ce que je viens d'évoquer, au vu de tout ce qu'il a montré par le passé, quand ça comptait, ce snub, j'arrive aussi à le comprendre totalement. Du coup, à Harden de jouer maintenant, et de tout mettre en place pour changer sa narrative, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Les playoffs commencent dans 2 mois, et je n'en doute pas. Si cette fois-ci, le barbu brille de 1000 feux, il obtiendra enfin tout le respect qu'il mérite. Voilà pour ce qui est de James Harden, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Ça vous a plu? Vous en pensez quoi de votre côté? James Harden est-il sous-coté, surcoté? Vous croyez encore en lui? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de connaître vos tendances. Je sais qu'il est un joueur qui divise énormément, alors je m'attends à vachement de variété dans vos réponses, j'ai hâte. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces vers le haut et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le watch time, la mise en avant et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee. Vous êtes le sang et je ne serai jamais assez reconnaissant envers vous. Alors si vous aussi, vous voulez rejoindre cette team et soutenir mes projets, vous savez quoi faire, toutes les infos sont dans la description. A très vite.